Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Ramayad. Ramayad, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez aux éditions du Moment un livre intitulé Carnet du pouvoir 2006-2013. Vous y faites l'inventaire de ces 6 années en politique et c'est très impressionnant. 14 paires de souliers Louboutin, 9 sacs Isabelle Marant, 5 tailleurs pantalons Saint-Laurent. Ça s'applaudit. Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le marin le plus célèbre du monde, après le capitaine du Costa Concordia, bien sûr. Et Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, bonsoir. Alors Mathieu, comme votre look l'indique, soit vous êtes un moine tibétain, soit vous sortez du défilé Jean-Paul Gaultier à la Fashion Week. Et Thomas VDB. Thomas VDB, bonsoir. Vous êtes humoriste. Et vous débutiez votre nouveau spectacle intitulé Thomas VDB chante Daft Punk, quand Daft Punk a sorti son nouvel album, pile à ce moment-là. C'est quand même les rois du marketing. Ah, ouais, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Elie Semoun, qui dit dans son autobiographie ce qu'il n'a jamais dit. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Olivier de Kersauzon, bonsoir. Bonsoir. Ah là là. Eh oui, pour être avec nous ce soir, vous avez quitté la Polynésie, Oui. Mooréa. Merci. C'est vrai que c'est sympa, la Polynésie. Ah ouais, génial. Le problème, c'est qu'il faut supporter Antoine qui crie « Atoll, les opticiens !» Alors, Olivier, vous avez 69 ans. Vous êtes l'un des anciens pensionnaires des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous faites aujourd'hui partie de la bande à Ruquier. Mais j'ai découvert que vous aviez une passion méconnue. Vous feriez du bateau. C'est vrai, cette connerie ou quoi? C'est vrai. Vous n'avez jamais été tenté de quitter votre boulot d'humoriste, de tout laisser tomber pour faire, je sais pas moi, le tour du monde à la voile? J'ai été tenté. Ouais. J'ai succombé. Vous avez Avec succombé. délice. Alors, avant de parler de votre nouveau livre, on va parler de votre nouvelle femme. Elle est très jolie. Ben, je vois pas pourquoi j'aurais pris une moche. Ah ouais. Hey, Olivier, 69 ans, année érotique, hein. Ah, moi, j'aime bien. Alors, vous avez eu un coup de cœur. À votre âge, en général, on dit plutôt arrêt cardiaque, mais... Ben non, la nature m'a doté d'une constitution qui permet que le cœur marche encore. Ouais. Ça y est, vous avez une alliance, là? Ah non, non, parce que je peux pas avoir de trucs sur les mains. Ah ouais. Oh merde, ça faut pas avoir de trucs qui puissent s'accrocher, c'est Ah dangereux. ouais. Moi aussi, je vais me marier. Mais c'est une bonne nouvelle. Bien, alors, fini les courses autour du monde, hein, parce que je l'ai vu, la Sandra. Moi, je ne la laisserai pas toute seule en Polynésie. Hein. Mais j'ai rien à craindre. Ah oui. Non. Alors, comme disait Gainsbourg en parlant de bambou, c'est pas la première, mais ce sera sûrement la dernière, non? Ben oui, a priori, oui. Ouais, bah oui, moi aussi. À moi, je me fasse virer dans des délais irraisonnables. Alors, on passe au livre maintenant. 3 ans après Ocean Song, qui a été un best-seller, vous publiez au Cherche Midi Le Monde comme il me parle. 3 ans, c'est le temps qu'il vous faut pour claquer vos droits d'auteur, en gros, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, bah oui. Non, puis je voulais faire un livre dense de réflexion sur l'amour, la mort, la coiffure. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et voilà. Alors, vous revenez sur votre vie, vos courses, vos records, mais surtout sur votre parcours intérieur, votre cartographie intime. Et on apprend des choses, par exemple, votre désir de solitude qui remonte à très loin. Et un jour, vous visitez Dachau, et là, vous vous dites, si le groupe est capable de ça, alors il faut se méfier du groupe. Ah ouais, moi j'ai Ouais. aimé la sensation physique, quoi. Ouais. Je trouve que
Et notre société, elle fabrique des groupes. Et si le groupe n'est pas piloté avec des désirs et des pensées qui dépassent l'homo economicus, je sais pas quoi, le groupe va dans le mur. C'est-à-dire que le groupe ne peut faire que des choses négatives ou pas très intéressantes. Ouais. Et que moi, j'estimais que mon seul capital, c'était mon temps de vie. Et mon temps de vie devait se passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai jamais adhéré à aucun parti, à aucune secte, à aucune chose de... Sauf les grosses têtes. Mais c'est pas un parti, c'est pas un parti. C'est une secte. Une sorte de secte. C'est pas un parti, c'était un hold-up. Ça n'a rien à voir. J'allais traire Madame RTL, c'était bien. Alors vous aimeriez bien être seul à Vaux-le-Vicomte. C'est un endroit qui vous plaît particulièrement. Oui, tout ça très joli. Versailles, c'est trop grand. Vaux-le-Vicomte, c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Ouais, voilà. Il faut un peu de personnel avec des patins à roulettes, mais ça se trouve, voilà. Ouais. Ou alors, soit Vaux-le-Vicomte, soit vous acceptez effectivement de vivre avec Sandra à Mooréa. Une fille qui a 30 ans de moins que vous, ça vaut toutes les émotions du Cap Horn, non? Donc, il est en train de faire machin, les conseils du cœur, arrête. J'ai trouvé une femme qui veut bien de moi. Ouais. Je suis vraiment content. Ben voilà. Et ça se passe merveilleux. Moi aussi. Alors, on va continuer ce voyage intime avec une interview Kersozon par Kersozon. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez Olivier de Kersozon? Son absence. Qu'est-ce que Olivier de Kersozon a fait de pire dans la vie? Venir ici. Quelle erreur Olivier de Kersozon a trop souvent commise? Erreur de calcul. Qu'est-ce qui est lassant chez Olivier de Kersozon? Sa présence dans la durée. Il faut me prendre en petite dose. Oui, enfin, nous, on ne se lasse pas. Hein. Avec qui Olivier de Kersozon a-t-il été injuste? À peu près tout le monde jusqu'à l'âge de 30 ans. Ouais. Beaucoup moins de gens à partir de 40 à 65. Ouais. Et avec moi, depuis 65. Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon devrait arrêter? De fumer en cachette. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui n'est pas très joli chez Olivier de Kersozon? Le dos. Quel est le défaut majeur de Olivier de Kersozon? L'indifférence. Ouais. Quand avez-vous eu envie de frapper Olivier de Kersozon pour la dernière fois? Jamais j'aurais eu trop peur de la riposte. Quel tac au tac. Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon devrait apprendre? À être gentil. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on reproche à Olivier de Kersozon? À mon avis, rien. Bon. Ah, dernière question. Qu'est-ce qu'Olivier de Kersozon essaie de cacher? Ce que cache tout être humain qui réfléchit, c'est-à-dire cette notion profonde qui nous habite de notre propre impuissance. Waouh! Thomas VDB, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, votre vrai nom, c'est Thomas Vanderberg, mais ça faisait un petit peu coureur cycliste de Liège-Bastogne-Liège, non? C'est surtout que la preuve, c'est que c'est dur à articuler, à prononcer, parce que vous l'avez mal dit. En fait, c'est Vandenberg et pas Vanderberg. Donc, voilà, c'est pour ça que. Oui, c'est pour ça. J'ai mis en VDB. trois lettres. VDB, c'est plus simple. Alors, vous êtes ancien journaliste rock, devenu comédien et humoriste. Vous êtes en tournée actuellement avec votre spectacle Thomas VDB chante Daft Punk. Et l'affaire commence quand vous donnez une interview à Télérama. Vous connaissez Télérama, c'est le magazine télé des gens qui n'ont pas la télé parce que c'est vulgaire. Alors, à un moment, le journaliste de Télérama vous demande ce que vous aimeriez voir disparaître de Paris. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. C'est le début de la cata. Drame. Vous répondez les pigeons. Tout simplement. Les pigeons. Les pigeons. Vous ajoutez je suis favorable à la chasse aux pigeons, à la dague et au canif. Et aussitôt, ce sont des tombereaux d'insultes. Tombereaux. Des tombereaux. J'ai lu les tweets, les gens vous haïssent. Hein, c'est énorme.
Si vous vouliez coucher avec Brigitte Bardot, c'est foutu. Ah, c'est un peu trop tard, de toute façon, là, je pense, là, quand même. Et là, devant l'ampleur du scandale, vous êtes obligé de réagir. Beaucoup de gens se sont outrés sur le site de la SPA. Je voulais m'excuser par rapport à eux. Et en fait, le mot pigeon, évidemment, certains l'avaient reconnu, était un nom de code. Bien sûr, j'avais oublié de le préciser avant, pour les Roms. Voilà, donc en fait, l'idée était de tuer les Roms. Imagine, ce serait excellent qu'on pourrait tuer les Roms. On ne tue pas les pigeons. Hein. Voilà, ça on touche pas aux pigeons. Par contre, les Roms, on y va. Voilà, par derrière. Hein, n'hésitez pas par derrière, comme ça. Et pas les pigeons, par contre. Hein. Et voilà. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction du tout. Bien Je sûr. pense que ça en dit long sur combien on peut dire aujourd'hui du mal des Roms. Ouais. On peut leur chier dessus, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, les pigeons, alors là, vraiment, les gens veulent m'assassiner, alors que c'est les pigeons, eux, qui nous chient dessus. C'est ça quand même. Ça n'a pas de sens. Nous allons parler des Roms tout à l'heure dans le débat. Voilà. Alors, à part ça, vous êtes sur scène avec Thomas VDB chante Daft Punk. Ça se chante, Daft Punk? Ah ouais. Voilà, pendant 1 heure. Donc voilà, j'ai envie de dire... Alors, le magazine Les Inrecuptibles vous titre « Mec le plus drôle de France ». C'est quand même extraordinaire, non? Ouais, c'est plaisir. Les Inrocks, ils ont la dent dure, les Inrocks, en général. Hein. Alors, Thomas va faire une interview sans fin. Rassurez-vous, ce sont les questions qui sont sans fin, pas l'interview. Alors, donc vous terminez les phrases que je vais vous dire. Hein. J'étais journaliste de rock, mais j'ai arrêté parce que... Parce que les drogues étaient trop dures, je pense. Et trop nombreuses. Alors, on ne le sait pas, mais derrière les 2 casques de Daft Punk se cache en réalité... Chevalier et Las Palais, comme chacun sait. Évidemment, c'est Chevalier. Normalement, on n'a pas le droit de le dire, hein, mais bon, voilà. La différence entre Freddie Mercury et moi... C'est que moi, je mets des capotes, je pense. Pardon. Pardon, Freddy. J'adore Christophe Maé. Quand il s'arrête de chanter. Alors, sans la drogue, n'oublions pas que les Rolling Stones seraient devenus... Les musclés. Enfin, un truc genre les musclés, je pense. Je ne dirai jamais du mal de Jennifer, car c'est une amie. Par contre, c'est vraiment une grosse... Vendeuse de disques. Je peux dire. C'est vrai. J'adore le dernier album de Bertrand Cantat. Par contre, je trouve honteux... La façon qu'il a de gérer son couple. Non, je sais pas. J'ai écouté le dernier album de Carla Bruni. Je crois que je préfère son mari. Bravo. Voilà, c'était la perle de SMT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la Terre. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Ramayad, de Olivier de Kersauzon, de Mathieu Ricard et de Thomas VDB. Mathieu Ricard, rebonsoir. Bonsoir. C'est pour vous ça. Ah, c'est formidable. Spéciale dédicace. Alors, chercheur en génétique cellulaire dans le laboratoire de François Jacob, vous avez embrassé le bouddhisme il y a près de 40 ans et vous avez été ordonné moine en 1978, en pleine période disco. Vous êtes aujourd'hui l'un des spécialistes mondiaux du bouddhisme et également interprète du Dalai Lama. Alors j'ai appris un truc incroyable sur le Dalai Lama, c'est que ses médecins l'obligent à manger de la viande. Pour un végétarien, c'est dur quand même, non? Oui, je ne suis pas sûr qu'ils aient totalement raison, puisqu'il y a des études faites sur 100 000 personnes à Harvard qui montrent que ça augmente les risques de maladies cardiaques. Bah oui, je comprends pas. Alors si ça se trouve, peut-être que le grand rabbin, c'est tout libre, il faut manger du saucisson. Voilà. Alors Mathieu,
Vous vivez au Népal, dans le monastère de Chichen. Le problème, c'est que depuis quelque temps, vous avez toujours un peu la trouille de voir débarquer Frédéric Lopez et Lara Fabian pour Rendez-vous en terre inconnue. C'est sûr que quand tu es là-bas... Vous connaissez Rendez-vous en terre inconnue? Ah ben voilà. Alors... Donc vous êtes non-violent. D'ailleurs, on va faire un test, Olivier. Vous allez énerver Mathieu Ricard. Dites-lui un truc. C'est pas la peine d'avoir été docteur en biologie pour se déguiser avec une jupe aujourd'hui. Même pas mal. Même pas mal. Vous avez quoi dessous? Secret d'État. Des barésilles. Alors, je sais pas moi, si on vous dit que le Dalai Lama, qui est le fils du ciel, il a la tronche de Paul Prébois, par exemple, ça vous énerve? Je suis désolé, mais je connais pas non plus. Bon, même pas mal, d'accord. Alors Mathieu, vous pratiquez la méditation depuis 40 ans, vous êtes à 40 000 heures de méditation. Vous pensez à quoi quand vous méditez? En fait, la méditation, c'est pas faire le vide et relaxer sous un manguier. C'est peu à peu, c'est devenir un meilleur être humain. C'est cultiver des qualités fondamentales comme la bienveillance, l'amour altruiste, la paix intérieure, la force d'âme qui fait qu'on a en soi les ressources nécessaires pour faire face au haut et au bas de l'existence. Et si vous avez ça, vous avez moins un sentiment d'insécurité. Moi, du matin au soir, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? De ce fait, vous êtes beaucoup plus disponible aux autres. Alors, chaque fois que je vous reçois, le soir, je rentre chez moi, je me dis, putain, il a raison quand même. Mais ça dure une nuit, quoi. J'ai pas le courage, sans doute. Alors, vous faites partie du Mind and Life Institute, qui facilite les rencontres entre les scientifiques et les bouddhistes. Vous participez à des travaux sur le cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la méditation transforme le cerveau. Effectivement, ça a commencé avec des méditants qui, comme vous le disiez, avaient entre 10 000 et 60 000 heures de méditation, parce que si on ne trouve rien chez eux, c'est pas la peine d'aller chercher chez quelqu'un qui en a fait une semaine. Il s'est avéré qu'il y avait des différences considérables, structurellement et fonctionnellement dans le cerveau. Notamment lorsqu'il s'engage dans une méditation sur la bienveillance, il y avait des aires du cerveau liées au sentiment d'affiliation à autrui, à l'empathie, aux émotions positives, qui étaient activées d'une manière qu'on n'avait jusqu'à maintenant jamais observée en neurosciences. Mais ça serait très joli, mais pas très utile si ça se limitait à ce genre de personnes. Fort heureusement, depuis, on a fait des études sur des gens qui en ont fait 3 mois, 8 semaines, jusqu'à 3 semaines, 20 minutes par jour, et on voit déjà... D'abord, un comportement prosocial accentué et aussi déjà une diminution de la densité des zones du cerveau qui ont avec l'agressivité et une densité plus grande d'aires du cerveau qui ont à voir avec le sentiment d'empathie, de bienveillance. Donc déjà, au bout de 2 semaines, on voit ces changements qui commencent à se former. Alors, dans votre dernier livre, Plaidoyer pour l'altruisme chez Nil Éditions, vous expliquez que l'altruisme aussi, ça se cultive. Pourquoi est-ce que des qualités humaines fondamentales, ça serait un mystère, qu'elles soient à leur point optimal, dès le départ, sans rien faire. C'est comme si vous prétendiez courir un marathon sans jamais vous être entraîné. C'est logique. C'est logique. On a un potentiel, mais il est dormant. Si vous voulez, si on pense, moi, du matin au soir, si vous voulez, la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec. Parce qu'on se rend la vie misérable et on la rend misérable à tout le monde. L'altruisme se trouve la considération d'autrui, le bon cœur, en gros, pour le dire la chose simplement. D'abord, on se sent très très bien dans sa peau. C'est vrai. Et ensuite, les autres, ils sont plutôt contents généralement quand vous êtes bienveillant. Moi, je trouve que c'est bien beau l'altruisme, mais est-ce que vous seriez en mesure de me donner 50 €, par exemple, là tout de suite? Volontiers. Ah ben voilà, alors j'ai laissé mon sac dans les coulisses, là. Olivier, ça t'a jamais tenté, ça? Non, non, parce que... Tu sais, en bateau, habillé comme ça, t'es dans la merde. Quand je vais en bateau, je fais du ski, je m'habille pas comme ça. Hein. Mais non, mais toi, j'aime bien cette réflexion sur la bienveillance. Olivier parlait de l'homo economicus, maximiser ses intérêts rationnellement. C'est une caricature de l'être humain. L'homo economicus est mort, vive l'homo altericus. Ah. Ramayad, rebonsoir. Alors Ramayad, vous êtes ex-secrétaire d'État aux droits de l'homme et au sport,
vice-présidente du Parti radical, membre de l'UDI, et vous arrivez en tête de liste des femmes politiques préférées des Français, enfin des Français qui veulent passer pour des gens ouverts et pas racistes quand on fait un sondage. Hein. Alors Rama, vous publiez aux éditions du Moment, Carnet du pouvoir 2006-2013. Vous avez fait toutes les émissions de télé pour la promo de ce bouquin, non? Vous n'en pouviez plus de rester chez vous à chanter des chansons à la con à votre fille, là. Vous avez dit non à quoi, le téléachat d'M6 Boutique, je crois. Ça, vous l'avez pas fait, ça. Il vous reste quoi? Il vous reste ce jour de foot. Non, mais je vais partout, là où ah, on vous avez partout, hein. Où est-ce qu'ils ont été le plus sympas? ITélé. ITélé, ils ont été gentils avec vous? Oui, c'est Laurence Ferrari. Elle a dit que mon livre était passionnant. Elle l'a lu, c'est déjà bien. Mais oui. Vous avez de la chance. Oui, j'ai lu. Alors, où est-ce qu'ils ont été le moins sympas? Chez Ruquier. Qu'est-ce qui s'est passé chez Ruquier? D'abord, lui était pas sympa, déjà. Mais... Oh là, attendez. Non, c'est pas faux. Ouais. Ah ouais. Il parle de bienveillance, altruisme, tout ça. Non, je suis pas... Non, mais je suis pas sympa. J'ai décidé de m'améliorer depuis. Ah, depuis l'émission? Oui, ouais. Il regrette. Je regrette. Il est sous l'influence de Mathieu Ricard maintenant. Oui, ça doit être ça. Alors Rama, vous dites que ces carnets du pouvoir sont une sorte de journal intime et n'avaient pas vocation à être publiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les impôts vous sont tombés dessus? Non, en fait, il y a tellement de choses que je ne pouvais pas dire à l'époque que je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de l'expliquer, de prendre le temps de l'expliquer. Alors, à la FNAC, votre livre se trouve au rayon ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui balance, mais pas trop. Il y a déjà Bachelot, Pécresse, Wauquiez, Guénaud et Bougrabe. Hein. C'est quand même fou, ces livres d'anciens ministres, pour dire qu'ils n'en servaient à rien pendant des années, non, quand même? Si, moi j'explique en fait mes combats en coulisses. Les coulisses de l'Arche de Zoé, de l'affaire Kadhafi, de la visite d'Assad, ou même du Dalai Lama quand il est venu dans l'Hérault et qu'on est allé le voir avec Carla Bruni. Je raconte un peu les coulisses, tout ça. Et puis le sport, évidemment. Enfin, non, mais il est bien, votre bouquin. Moi, j'ai bien aimé. Ceci étant, de tous les bouquins d'anciens ministres, le vôtre est le plus épais. Il fait 500 pages. Vu ce que vous avez fait au gouvernement, c'est pas un peu disproportionné? Non. Franchement, Thierry, vous ne résistez pas au plaisir du bon mot. Non, c'est pas... Parce qu'en fait, j'écrivais tous les jours tout ce qui m'arrivait. Et quand je l'ai saisi sur ordinateur, je me suis rendu compte, effectivement, c'était épais. Mais on ne peut pas couper un journal de bord. Il y a des moments où, évidemment, voilà, je raconte des choses très personnelles. Et puis, il y a des grands moments avec ces séances extraordinaires aux Nations Unies, en présence de Candy Rice, de George Bush, et d'autres, ou de Mandela, en Afrique du Sud. Je raconte minute par minute ma rencontre avec Nelson Mandela. Je l'ai écrit à la manière de l'aide de camp du général de Gaulle, qui avait effectivement noté tout ce qu'il vivait auprès du grand homme, qui s'appelait Claude Guy. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai conçu. Vous avez été votre propre comine. Comine? Comine, c'était le mémorialiste de Saint-Louis. Je ne me situais pas à ce niveau-là, mais... Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, un jour, vous découvrez que Nicolas Sarkozy ne connaît pas le sens du mot oxymore. Non, parce que c'était en Algérie, lors d'un voyage en Algérie. Il voulait me sensibiliser à Camus, et parlant du soleil noir. Et donc, je lui expliquais que la juxtaposition des deux mots constitue un oxymore. Et là, parce qu'il voulait me cultiver un petit peu. Oui. Bon. Et là, c'est moi qui ai... Bravo. Lui ai donné une petite leçon, voilà. Bon, Sarkozy. Alors ça, c'est une scène extraordinaire dans votre bouquin. Vous êtes tous les deux dans un avion, c'est la nuit, vous avez sommeil, vous avez un iPod. Non mais calmez-vous, hein. Vous prenez chacun un écouteur et la blottis l'un contre l'autre. Ah, pas du tout. Ah, non, pardon. Non. Ils écoutent Jean Ferrat. Oh merde. En fait, c'est Barbelivien, mais vous voulez pas le dire. Non, c'était Jean Ferrat. C'était Jean Ferrat. J'ai remarqué un truc, c'est que votre mari ressemble à Nicolas Sarkozy. Ah non. Regardez, regardez. Mais pas du tout. Mais si, regardez. Mais vraiment, vous... Mais si, regardez. Mais il ressemble à Sarkozy, là. Mais n'importe quoi. Non, c'est le côté Sarkozy, Carla Bruni, je pense. Mais c'est ça. Il y avait des marches. C'est extraordinaire parce que vous êtes musulmane, votre mari est juif, c'est une belle leçon de paix et d'amour, même si à la maison il a construit 2 salles de bain séparées par un mur de 6 mètres. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko, et c'est Arnaud Folk du magazine Valeurs Actuelles que nous retrouverons
sur ce plateau, après le Magnéto. Ce soir, nous nous demanderons que faire des Roms. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Les Roms sont-ils des boucs émissaires? C'est exactement ce qu'ont dit les socialistes après que Sarkozy a prononcé son fameux discours de Grenoble. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Avec Hollande, on s'attendait donc à du changement. Mais pas du tout. Depuis un an, la France expulse encore plus de Roms qu'au temps de Sarkozy. En même temps, faut comprendre le nouveau président. Puisque 93% des Français sont d'accord avec Valls et Sarkozy, pourquoi changer de politique? C'est plus de la manche qu'ils font, c'est carrément du racket. C'est pénible, on les voit faire les poubelles. Ils m'ont volé le GPS. Hier encore, ils étaient en train de démanteler une voiture désossée. Quand ce sont les musulmans qui sont désignés comme boucs émissaires, ça vaut le coup de les défendre, parce qu'ils représentent un poids électoral. Mais qu'est-ce qu'on gagne à défendre les Roms? Pour gagner des voix, la droite fait de la démagogie. J'en ai maté d'autres et je vous materai. Pour ne pas en perdre, la gauche, elle, préfère l'hypocrisie. En tant que numéro 1 du PS, Martine Aubry invoquait des grands principes. Ces évacuations brutales, mais surtout ces expulsions avec cette charter de Rome sont indignes. Mais en tant que maire de Lille, elle a fait évacuer les campements illégaux installés sur sa commune. Il ne peut pas y avoir des campements insalubres et qui posent autant de problèmes aux riverains. Vous savez pourquoi les Roms nous font flipper? Parce qu'on a peur de leur ressembler. Bah ouais, si un jour tu perds ton boulot, tu pourras plus payer ton loyer ou ton crédit. Du coup, comme un Rom, tu risques de te retrouver à la rue. Comme un Rom, tu seras peut-être obligé de mendier. Comme un Rom, tu seras peut-être même obligé de voler. Ça fait tellement peur qu'on préfère ne pas y penser et tous les expulser. Après tout, comme dit Manuel Valls, ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Mais dans ce cas, on pourrait dire la même chose des riches. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Comme les Roms, ils vivent entre eux. Comme les Roms, ils passent leur temps à voyager. Et comme les Roms, ils ne partagent pas notre mode de vie. Mais bon, même si François Hollande n'aime pas les riches et que la finance est son adversaire, c'est quand même plus facile de s'en prendre aux Roms que de s'en prendre aux riches. Voilà, c'était l'édito de Blacko, bravo. Mise en image de Julien Grappe. Arnaud Folk, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du service France Société à Valeurs Actuelles. Bienvenue parmi nous. Alors d'abord, première constatation, les Roms sont entre 20 et 25 000 et ils ne votent pas. Les musulmans, eux, sont 6 millions et ils votent. Donc pour gagner les élections, vaut mieux taper sur les Roms. Qu'on soit d'extrême droite, de droite ou Manuel Valls. Et ça marche. 73% des Français, c'est-à-dire 45 millions de gens, se déclarent incommodés par les Roms, alors que 2/3 de ces 45 millions, c'est-à-dire 30 millions, n'ont jamais vu de Roms. Alors pourquoi cette focalisation sur ces 20 000 Roms dans un pays qui compte 68 millions d'habitants? Est-ce qu'ils sont vraiment le problème du pays? Ce n'est pas le problème du pays, mais c'est un des problèmes du pays, indiscutablement. Vous dites 30 millions de personnes n'ont pas été confrontées. Je ne sais pas ce qui vous permet véritablement de le dire. On a tous autour de nous des gens... Les Roms, ils sont concentrés dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, etc. Il y a plein d'endroits où on n'a jamais vu un Rom. Et pourtant, ces gens-là disent on est incommodés par les Roms. Oui, mais les Français, d'abord, ils se baladent. Il y a les provinciaux qui prennent le métro aussi, les touristes. Bon, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, les chiffres de la délinquance le montrent incroyablement. Et donc, c'est un phénomène de société, c'est un fait de société. Nous, à Valeurs Actuelles, on a pointé le doigt dessus. Effectivement, tout le monde nous a cogné dessus comme des malades. Et puis, effectivement, un mois après, Manuel Valls reprend les chiffres de notre sondage, puisque c'est sur cette base de ce sondage qu'il a évolué. Parce que Manuel Valls, il ne faut pas oublier qu'en 2010, quand Ramayad était au gouvernement et que Sarkozy prononçait son discours de Grenoble, il disait qu'il fallait au contraire des villages d'insertion. Après, il a dit qu'effectivement, il fallait faire attention pour les résidents eux-mêmes. Et puis maintenant, il dit qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ouais. Ramayad, vous avez peur des Roms? Personnellement, non. Moi, je suis très sensible au sort de tout migrant, parce que j'en suis moi-même une. Donc, je ne serais pas ceux qui emploieraient des mots comme ça. Je pense qu'au lieu de parler, il faudrait agir. Et l'action, à mon avis, elle se situe essentiellement au niveau européen. Et ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit jamais, c'est que les principaux pays d'où viennent les Roms, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, ne font pas grand-chose
pour intégrer leurs propres citoyens roms malgré dans ces l'argent pays-là. qu'ils reçoivent de la communauté européenne. Oui. On devrait aussi s'interroger, si j'étais François Hollande, c'est ce que je ferais, interroger Bruxelles sur ce que devient cet argent, à quoi il sert, est-ce qu'il est bien utilisé. C'est ça le problème essentiel, parce que sinon ça va être les maires qui vont devoir gérer. Et c'est un travail titanesque, parce que le logement, vous voyez bien les niveaux de logements sociaux en France sont tellement importants. Ça va nourrir l'amertume de certains Français qui vont voir des Roms débarquer et passer devant eux. La question de la scolarisation des enfants roms, elle doit être obligatoire, parce que nous sommes dans une république scolaire. La question de la mendicité, de la prostitution, tous ces trucs, il faut voir démanteler les réseaux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter cette population par des mots blessants. Parce que ça, d'abord, ça fait du bien, parce que voilà, ils n'ont pas de représentants, ils ne sont pas défendus par qui que ce soit, mais ça ne règle rien. Moi, je pense qu'il faut agir, et ceux qui doivent agir, ce sont les ministres de l'Intérieur et leurs acolytes. Premièrement, dire qu'ils ne sont pas défendus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des millions de subventions qui sont données. Le Conseil régional d'Île-de-France. Je parle pas de ça. Voilà, subventions, tout ça. Je parle de représentants. Il y a autre chose. Voilà, il y a autre chose qui fait que les Français sont très remontés là-dessus. C'est là, au-delà de la délinquance, c'est cette mendicité avec l'exploitation des enfants par leurs propres parents. Ça, c'est un truc pour qui est parent, moi c'est mon cas, c'est quelque chose qui me retourne le cœur. Je suis vraiment effondré quand je vois ça. Je me dis aussi, et on le sait, que certains sont manifestement traités sous sédatifs. Qui a un enfant, voyage en voiture pendant 2 heures, les enfants sont calmes, ils ne restent pas calmes toute la journée, allongés comme ça par terre. Ça, c'est cette culture de la mendicité, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Les autres populations en France pauvres ne les ont pas. C'est en Creuse qu'il y a le plus de pauvres. En Creuse, on ne fait pas la mendicité. Mais ce sont des réseaux mafieux, il faut pouvoir les démanteler. Absolument. Et c'est pour ça que les Français ont conscience que c'est un peu inextricable, cette histoire. Inextricable. Et on sait, en plus, et maintenant les Français commencent à s'y intéresser, c'est en 2004 que ça a voté, que normalement, le 1er janvier 2014, la Roumanie et la Bulgarie, dans le cadre des accords de Schengen, auront droit... Mais justement, alors excusez-moi Arnaud, mais Marine Le Pen et Jean-François Copé disent toujours le pire est à venir, c'est l'ouverture totale des frontières avec la Bulgarie, la Roumanie, et les Roms ne seront plus expulsables. La France doit s'opposer à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. En fait, non, parce que les Roms aujourd'hui, ils peuvent se balader dans toute l'Europe comme ils veulent. Simplement, ils ont des restrictions en matière d'accès au marché du travail. Ils doivent avoir une carte de séjour et une autorisation de travail. Mais sinon, ils peuvent voyager dès aujourd'hui. C'est pas la peine d'attendre Schengen, d'attendre 2014. Ce sont ces restrictions qui doivent normalement prendre fin et sauter le 1er janvier 2014. Ces restrictions sautent, mais leur liberté de circulation en Europe, elle existe depuis 2007, en fait. Bien sûr. Je crois qu'en tout cas, le signal qu'il faut donner aux Roms, c'est vous n'êtes pas nécessairement les bienvenus dans les conditions actuelles de crise, de la crise qu'il y a aujourd'hui. C'est ce que ressentent les Français. C'est certain que les gens ne se baladent pas dans toute l'Europe pour mendier, simplement pour le plaisir. Donc ça prouve qu'il y avait quelque chose, là, l'endroit d'où ils viennent, qui manquait au point de vue éducation, au point de vue santé, au point de vue environnement social, qui permet à ces personnes de s'épanouir. Donc déjà, effectivement, c'est sur place, on fournissait les conditions suffisantes et nécessaires pour que ces personnes n'aient pas besoin d'aller chaparder ou d'aller à droite, à gauche, ou de se comporter quelle que soit la façon dont elles se comportent. Donc il faut se mettre à la place des gens, il faut trouver des solutions sur le long terme, et notamment de l'endroit où ils sont... Des solutions, vous voulez dire, Mathieu, des solutions en Roumanie, en Bulgarie. Pour que ces personnes n'aient pas cette espèce d'idée que c'est en allant ailleurs qu'ils vont pouvoir se débrouiller d'une façon qui est souvent extrêmement négative pour la population. Olivier ? Je crois que si les Français réagissent de façon négative, c'est parce que dans une période où il y a énormément de problèmes, c'est un problème de plus. C'est pas une analyse spécifique des Roms, c'est pas une haine d'eux. J'ai un problème de plus, personne n'en a besoin, c'est tout. Alors, moi, je pense que si on veut vraiment prendre le problème à sa base, il faudrait d'abord peut-être penser à éliminer tous les pigeons. Je prends des pigeons de Paris et voilà, là, on peut revenir vraiment dans le problème. Les Arabes, ils sont contents parce que pendant qu'on s'occupe des Roms, on leur fout la paix. Ça, c'est pas mal. Pareil pour les Noirs, les Juifs, tout le monde. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Le nouveau rapport du GIEC sur le réchauffement climatique prévoit maintenant 4,8 degrés dans la fin du siècle. Vous allez avoir 200 millions de réfugiés climatiques. Ces gens-là, ils vont fuir la misère, la malaria qui va augmenter. Il y a 15 maladies tropicales qui sont sensibles à l'augmentation de la température. Bon, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Donc il faut voir un peu plus le long terme. Vous savez, on dit qu'un homme politique vise les prochaines élections, un homme d'État pense à la prochaine génération, c'est le moment de le faire. Il y a quand même un particularisme.
il y a un vrai particularisme qu'il faut oser dire. Alors c'est effectivement un tabou, mais la population rom est beaucoup plus délinquante que les autres populations. C'est 0,9% de la population étrangère en France, et ce sont 10% des actes de délinquance. C'est un fait, c'est comme ça. Enfin, je rappelle quand même qu'officiellement, il n'y a pas de statistiques ethniques de la délinquance en France. Moi, je trouve ça formidable de dire on va prévoir à long terme, on va s'intéresser à la racine du mal ou dans très longtemps. Mais le concret, c'est aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le message, effectivement, qu'on adresse. Est-ce que tout ce qu'on appelle logement, aides diverses et variées, qui d'ailleurs existent énormément, tout ça a un mot, ce sont les pompes aspirantes. Et donc, encore une fois, est-ce que le pays, ce que Olivier de Kersauzon disait, est-ce que le pays aujourd'hui en crise est capable d'accepter, c'est la phrase de Rocard, certes on ne se rappelle jamais de la fin, mais toute la misère du monde, en tout cas la misère rome, d'abord le dire et ensuite agir. Olivier ? C'est ce que disait Mathieu Ricard. On a pléthore d'hommes politiques, on manque d'hommes d'État. Mais à Tahiti, on n'a pas beaucoup de Roms. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la PE de SLT. On se retrouve après la PE avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h, ce soir Elie Semoun, qui, dans son autobiographie, dit tout ce qu'il n'a jamais dit. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Ramayad, de Mathieu Ricard et de Thomas VDB. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Elie Semoun. Elie Semoun, bonsoir. Alors tout le monde vous connaît, vous et vos personnages désormais cultes, Cohen, Kevina, Miklin, Toufik. Mais qui se cache derrière eux? Aujourd'hui, vous tombez le masque. Pour la première fois, vous racontez votre vie, le décès de votre mère quand vous aviez 11 ans, la mort de votre frère atteint du sida à l'âge de 37 ans, votre rencontre et votre séparation avec Dieudonné. Tout ça est dans un livre intitulé « Je grandirai plus tard », publié chez Flammarion. On en parle à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour... Elle est pas belle la vie? Alors, les actualités, très bien. France, polémique, valse du flot. Alors il paraît que Hollande a recadré ses ministres. Ça a dû être un truc dantesque, quoi, tu vois. Au moment où il l'a fait dans la savane, la vie s'est arrêtée. Le crocodile a lâché sa proie, des papillons sont tombés en torche, quoi, tu vois. Heureusement que la porte du Conseil des ministres était bien fermée, parce que sinon le mec, il déplaçait un fuseau horaire, quoi, tu vois. Alors, on reproche à Hollande son manque d'autorité. Ça, c'est de la perspicacité pure, hein. Enfin, ça se voit sur son physique. Tu l'imagines châtrer qui avec sa bouille de hamster sous MDMA? Enfin, je veux dire, de toute façon, il y a des signes qui ne trompent pas. En ce moment, il va extrêmement mal, quoi. Enfin, il a promis de revenir tous les ans à Florange. Avec son salaire, il peut aller ailleurs. Mais je comprends que ce soit désolant, ce manque d'autorité. Enfin, moi, plus je vois le manque d'autorité de Hollande en France, plus je me pose des questions sur la force de caractère du peuple malien, quoi. Rome. Derrière toutes ces polémiques, il y a une question. Pourquoi est-ce qu'on stigmatise les Roms? Mais la réponse est simple. Parce que ça détend. Enfin, ouais, ça me fait vachement de bien, quoi. C'est le pied. Enfin, c'est ça, c'est le principe du bouc émissaire. C'est écrit dans la Bible. Bah, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un bouc, de le pousser dehors à chaque fois que j'ai un péché. Enfin, je veux dire, il y a le Rhum. Il est là. C'est ça. Maintenant, enfin, laissez-moi au moins ces gens-là. Parce que je veux pas prendre l'émission en otage. Je suis pas là pour ça. Mais bon, moi, quand je suis arrivé ici, je détestais tout le monde, vraiment. Et puis, à l'émission, bon, j'ai découvert qu'il y a des Juifs qui travaillent ici. Bon, c'est dur de le dire, mais en fait, il y a des mecs sympas, hein. Alors je me dis, bon, va pour les Juifs, ok, je fais avec, j'accepte. Alors je dis, bon, il y a quelques Arabes. Là, je me dis, tu vois, alors je fais des chroniques très anti-halal et tout. J'ai discuté avec certains, mais c'est des gens, enfin, comme nous, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? En plus, le pire,
Tu vois, il y a des noirs à l'émission. Ouais. Là, je me dis, je vais pas me faire avoir. Tu te souviens, quand je suis venu ici, j'ai rapporté à tous un petit pot de banania avec le truc de... Et en fait, c'est dur. Est-ce que ces mecs, ils ont pas que le rythme dans la peau, Rama? Enfin, ils ont une conversation, quoi. Et... En fait... Moi, je me rends compte que quand tu connais un peu les gens, c'est vachement dur d'être raciste. Alors moi, bon, en plus, ça a été très dur. Je dis les Africains, en général, c'était très, très dur pour moi de pardonner avec tout ce qu'ils nous ont fait. Enfin, la décolonisation, moi, je m'en suis jamais remis. Hein. C'est-à-dire, moi, j'oublie pas que si l'Algérie était toujours française, le prix du gasoil serait un peu moins élevé. Hein. Oui, c'est sûr. Et j'ai réfléchi, quoi. Je me suis vraiment ouvert comme une fleur de lotus qui... Et en fait, tu vois, juifs, arabes ou noirs, c'est vraiment des gens comme nous. Enfin, Rachida Dati, Harlem Désir, Frédéric Lefebvre, ils n'ont pas la même couleur, mais ils disent les mêmes conneries. Tu vois? Alors aujourd'hui, il me reste qui? Ouais. Ben, il me reste les Roms. Ah oui. Bah parce que voilà, des Roms à la télé, il n'y en a pas. Non. Enfin, à part Sophia à Rome, mais... Mais monsieur, on ne peut pas être tout le temps dans l'amour. On ne peut pas tout le temps être dans l'amour. Jésus, il est mort à 33 ans, Le Pen, il est toujours là. Hein. Sujet suivant, horaire des magasins. Alors en résumé, si j'ai bien compris, on va fermer les magasins le dimanche et en semaine, on va réduire les horaires. C'est vraiment une idée géniale. C'est tellement plus agréable de faire les courses quand tout le monde est là. Tu sais ? Je pense que l'objectif, c'est de créer des files d'attente devant les magasins et hey, big up l'URSS, tu sais. Quand tu vois les enjeux des municipales, c'est vraiment la bougeotte des Roms, le stress des mioches, la frustration des bricoleurs du dimanche. Ça va être quoi le prochain sujet de polémique? Le taux de sucre dans les chouquettes? Ça va être Moi, oui, parce qu'il y a aussi ce truc sur les rythmes scolaires. Alors, c'est la Zumba des élèves, quoi. Alors, selon les médecins, il faut que 4 jours et demi, ça, c'est le bon rythme. C'est des foutaises. On va pas assez loin. L'avenir appartient aux gens flexibles. Ouais. Les gamins, il faut les habituer à la nouveauté perpétuelle. Pendant une semaine, tu fais 4 jours et demi. Semaine suivante, 5 jours et demi. Puis 7, tu les réveilles à 4 h du mat', interro surprise. Tu vois? C'est ça. Ça, c'est du rythme, ça, monsieur Payon. Ça, c'est du rythme. Puis tu les déstabilises. Alors, les gars, semaine prochaine, classe neige, et boum, tu les amènes au Sahel faire du ski. Tu vois? Enfin, de toute façon, l'État, il est sadique. Hein. Il veut faire des rythmes scolaires. Il interdit la vente des boissons énergisantes aux jeunes. Oui. Tu vois? Bon, c'est vrai que les jeunes Français, faut pas trop les exciter. Hein. Déjà qu'ils ont Jean-Marc Ayrault pour modèle. Doucement, une chose après l'autre, quoi. Parce que sinon... Et puis, une fois que l'école est finie, maintenant, on promet une récompense, une espèce de RSA jeune, un truc pour les 18-25 ans. Bon, pourquoi pas. Non, moi, je me suis renseigné, le RSA jeune va s'adresser aux jeunes qui n'ont même pas accès à un emploi d'avenir. Ouais. Tu imagines l'humiliation. Tu vas dire aux gamins, non, mais même un emploi d'avenir, c'est pas pour toi. En fait, on va te donner directement une subvention parce que c'est ça, ou alors une ordonnance pour du cyanure. Vraiment, on choisit, quoi. Ça, j'ai vu que dès 2017, un jeune sur 3 sera financé par l'État, donc par les contribuables. Ouais. En fait, on vient d'inventer la pension alimentaire pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Putain, c'est engagé. Hein. J'arrête. Trésorerie, le PS déclare 60 millions de recettes. C'est pas des chiffres définitifs. On attend encore que le fils Fabius rentre de Deauville. International, à Yalta, sous le patronage de Poutine et la bienveillance d'Obama, Bayrou a rencontré Borloo. Non, je déconne. En tout cas, Borloo qui se rapproche de Bayrou, c'est Vesoul qui dit à Commercy, viens, on va niquer Shanghai, quoi. Tu vois. Alors, terminé par une bonne nouvelle, l'affiche du film Diana a été retirée du pont de l'Alma. Ah oui. Ouais. Non, mais ça allait trop loin. Ça allait trop loin. En même temps, pour une fois qu'on pouvait rappeler aux Français que les voitures allemandes ne sont pas aussi fiables qu'on le dit. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je te retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h25 sur Canal+, et bien sûr sur canalplus.fr. Terrien. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h.
Elie Semoun, rebonsoir. Quel orchestre. Merci. Vous êtes né le 16 octobre 1963 à Paris. Oui. Votre père, Paul, est originaire du Maroc, employé à la Poste, et votre mère, Denise, originaire d'Algérie, de Tlemcen, était professeure de français. Vous êtes l'aîné de votre fratrie. Laurent a 1 an de moins que vous et Anne-Judith 6 ans de moins que vous. Vous grandissez à Antony, ouais, exact. dans une cité. J'ai l'impression d'être en garde à vue, là. Ça fait peur. En août 1974, vous avez 11 ans, votre mère tombe subitement malade suite à des injections de fortifiants dans un dispensaire tenu par des religieuses. Ça lui a empoisonné le sang, à mon avis, et donc elle est malheureusement morte d'une hépatite B, c'est-à-dire qu'en fait, son foie... je ne suis pas très fort en médecine, hein, mais elle est morte, ça c'est sûr. Alors, vous allez la voir à l'hôpital avec votre père et votre frère, et après quelques minutes, vous sortez de la chambre avec votre frère pour laisser vos parents tranquilles. J'avais demandé à mes parents, ça va? Ils m'avaient dit oui, pas de problème, tout va bien. Et je suis reparti et je suis revenu en courant dans l'espoir de découvrir quelque chose, et on m'a redonné cette même phrase, qui était fausse évidemment, mais voilà. 3 jours plus tard, toute la famille est réunie chez votre tante à Antony, et votre père vous dit tu dois être courageux, maman est morte. Oui, exact. Aujourd'hui, vous ne savez même plus s'il l'a vraiment dit, tellement pour vous c'était... Je ne sais pas. En fait, j'apparente ça comme un accident de voiture. C'est tellement violent qu'on ne se souvient pas exactement comment ça a eu lieu. Après, j'ai des souvenirs qui sont mélangés avec des films. J'ai fait un blocage total de cette période, tellement c'était violent. Alors, vous ne reverrez jamais votre maman. Non. Elle était déjà enterrée. Mon père voulant nous protéger, mais bon, le pauvre, il ne savait pas à l'époque. Il ne nous fait pas assister à l'enterrement. Donc, dans mon esprit, dans ma vie, pendant des années, pour moi, cette mort était virtuelle et j'attendais juste qu'elle revienne, quoi. Et il vous reste juste une cassette avec sa voix. Je me rappelle, j'allais à l'école, je prenais le bus pour aller... je faisais l'aller-retour et un jour, il y a une femme qui parle et qui avait sa voix, qui était de dos. Et je me dis, ah bah ça y est, c'est bon, elle est là. Je tape sur son épaule, elle se retourne, évidemment, c'était pas elle. Mais enfin voilà, longtemps, j'étais persuadé qu'elle était encore là. Alors à la maison, votre père devient Mampa, comme dit votre sœur. Alors il gère tout seul, le pauvre. Alors évidemment, de temps en temps, au lieu de mettre de la farine autour des escalopes panées, il met du sucre, quoi. Maintenant, il s'est amélioré, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile, Alors vous entrez en 6e, 3 semaines après la mort de votre mère. Et là, vous en profitez un peu. Vous dites orphelin, c'est quand même autre chose que d'avoir un appareil dentaire. C'est pas mal, ou des parents divorcés. Exactement. Alors, votre frère Laurent est très beau. Très beau. Il est brun avec des yeux bleus, mais contrairement à vous, il la ramène pas. Il s'enferme dans sa chambre pour noter des observations sur la famille. Il vous dit que c'est un anthropologue du quotidien. Et il avait, je trouve, un talent d'auteur fantastique. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai accepté de faire ce livre. C'est pour que ces textes soient publiés, parce que je trouve qu'ils sont d'une grande valeur littéraire, vraiment. Alors, votre frère aime se déguiser en fille, il utilise des torchons pour faire des foulards, des élastiques pour faire des bracelets, et à l'école, il préfère jouer au coiffeur avec les filles. Oui, il commençait à devenir pédé. C'était clair. C'est comme ça. Alors, à 17 ans, vous jouez dans une pièce que vous venez d'écrire, et là, vous découvrez le pouvoir que donne la scène. Alors, il y a une fille, une vieille, qui a déjà 21 ans. Une vieille de 21 ans, qui est venue discuter avec vous après la représentation. Elle vous invite à dormir chez elle, et là, vous vous endormez. Mais moi, très naïf, j'étais puceau, je connaissais rien. Internet n'existait pas, il y avait juste New Look et lui. Donc, et elle me réveille, elle me fait « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle prend les choses en main. Oui, elle prend les choses en main. Elle prend les choses en main et vous faites l'amour pour la première fois. Ouais, c'est ça. Alors, un jour, vous accostez une jolie femme dans la rue, une blonde, en âge d'être votre mère. J'étais dans le métro, puis je lui dis qu'elle est belle. Bon, voilà, j'étais ado, je parlais à tout le monde, je faisais l'idiot. Et puis, elle m'invite à prendre un café. C'était pas une cougar, hein. Et elle me
fait parler de ma vie, elle me fait parler de ma mère. Je lui dis, ben, ma mère est décédée. Oh, vous savez, ça se trouve, elle vous regarde. Elle est née où, votre maman? Je dis à Tlemcen, en Algérie. Ah, ben, moi aussi, je suis née à Tlemcen, blablabla. Je vous la fais courte. Incroyable. Elle était sa voisine à l'époque quand elle était petite et ma mère l'aidait à porter son sac à dos pour aller à l'école. Donc elle éclate en sanglots. Je lui ai appris que ma mère était morte. C'est fou. Mais c'est surnaturel. Oui, c'est fou, ouais. Alors à 18 ans, vous habillez avec des costards des années 50, vous avez des Doc Martens aux pieds, un badge avec écrit rien. J'étais un mélange de punk, de mods, de zazou. Là, vous commencez à gagner un peu de blé en tournant dans des pubs, et la plus célèbre, évidemment, c'est celle des caleçons Arthur, donc vous êtes tous... vous êtes formidables. Oh, putain, j'étais gaulé à l'époque. Hein. La fille aussi. D'où les blondes à forte poitrine. Voilà. Ça vient de là. Ouais. Vous quittez Antony pour une chambre de bonne dans le 16e. Exact. Comment ça marchait mieux. Et là, vous rencontrez Dieudonné. Ici présent, d'ailleurs. Ah non, pardon, oh là là, excuse-moi, je t'ai... Oui. Alors à l'époque, Dieudonné, il embrouille des personnes âgées pour leur vendre des machines à filtrer l'eau. Oui, c'est ça. Et il a même réussi, ce qui est extraordinaire, à vendre un autoradio à un sourd. C'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. Ouais. Et en 1988, vous rencontrez Annie, votre future femme, sur le tournage d'une sitcom. Elle éloigne de vous tous vos amis, sauf Dieudonné. Un petit peu. C'est vrai qu'elle était un peu exclusive. Votre complicité avec Dieudonné se renforce. Vous commencez à écrire ensemble. Et voilà ce que nous, on a découvert à l'époque. Parce que dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors, je sais pas s'il y avait un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit les odeurs, enfin, je me comprends. Ça marche, les allocations, ça paye les bananes, enfin, je me comprends. Ah, dis donc, Cohen. Ah, tu vas trop loin, là, dis donc, Cohen, hein. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen, hein. Voilà, Élie et Dieudonné. C'était d'une liberté. C'est vrai qu'on allait loin. Très loin. On avait même une affiche. Moi, j'étais en SS, Diodo était en Ku Klux Klan. On se serre la main avec un grand sourire. Ouais. Je suis pas sûr que maintenant... Ah non. Non, franchement, là, si on me pose la question, peut-on rire de tout? Maintenant, je dis non. Ouais. Vraiment. Bah non. Alors là, vous commencez à avoir du succès, mais votre famille ne voit pas ça d'un très bon œil. Et on vous dit, pourquoi tu ne demandes pas à ton cousin Patrick Bruel de t'aider? Mais pourquoi tu vas pas voir Patrick? Demande-lui des conseils pour entrer dans le show business. Non, je disais non, ça va. Vous vouliez pas, vous, oui. Je voulais pas. Ouais, pas question. Fierté. Surtout que ça marche. Oui. Ça marche bien. Bah oui. Mais l'argent, malheureusement, est vite une source de problème entre vous. Quand votre producteur de l'époque, Légitimus, vous donne 10 000 francs pour les affiches du spectacle, Dieudonné s'achète une PlayStation. Oui. Écoutez, je peux pas. Ouais, c'est faux. Je ne peux qu'en rire maintenant. Ouais, bah mais oui. c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais bon, c'est la vérité. Ensuite, il monte sa boîte de prod. Il dit c'est pour nous faire gagner de l'argent. Ouais. Mais l'argent, c'est surtout lui qui en gagne. Un jour, vous êtes en Suisse pour un spectacle. Diodo m'avait dit combien tu veux pour ce spectacle. Je dis bah je sais pas combien tu vas le vendre puisqu'on est associés. Il dit non mais combien tu veux. Alors, je lui dis bah, je sais pas 10 000 francs. À l'époque c'était des francs. Ouais ok tu les auras. Et puis donc on fait le spectacle et puis il y a le producteur qui vient me voir dans un coin et qui me dit vous êtes drôle mais vous êtes cher hein, les mecs. Hein. Ah bon combien? Il me dit bah 100 000 francs c'est cher hein, quand même. Donc voilà c'était un peu ça. Mais bon les histoires de pognon entre copains c'est la merde. Ouais. Ce qui n'empêche pas de jouer les chevaliers blancs contre le Front National. Oui c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un paradoxe là-dedans mais bon bref. Alors pendant que vous tournez un film aux USA, Dieudonné écrit un spectacle en solo. Et puis là, vous vous séparez, évidemment, parce que bon, c'est insupportable. Ah bah oui, vous aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, vous faites un spectacle en solo. Qui s'appelait Ellie et Semoun. Ouais. C'était un petit clin d'œil à Diodo, parce que vraiment, ça m'avait blessé. Ouais. Quoi. Alors, un jour de 1992, votre frère Laurent annonce à toute la famille qu'il est séropositif. Et en 2001, il meurt à l'hôpital Saint-Antoine, à l'âge de 37 ans. L'âge où ma mère est morte, peut-être que c'était une façon de... C'était peut-être une forme de... Oui, une façon de le rejoindre, je sais pas... Alors, évidemment, en réaction à tout ça, votre mère, Dieudonné, votre frère, ça fait beaucoup. Vous vous étourdissez dans les conquêtes amoureuses, vous commencez à tromper votre femme Annie, la mère d'Antoine, qui a 7 ans à l'époque, avec une fille de 20 ans.
Je me rappelle d'un sketch où je disais, j'avais une chute qui était pathétique, où je disais, c'est marrant de sortir avec une gamine de 17 ans, bah, ça m'aide à comprendre ma fille. C'est pathétique. Ouais, c'est pathétique. Mais je trouvais ça bien. Vous êtes drôle. Oui, merci. J'ai fait ma crise de quarantaine. Oui, j'avais envie d'être amoureux et j'ai fait du mal à ma femme. Ça, c'est sûr, j'en suis désolé. Alors un jour, un week-end, où vous prétendez partir bosser, vous allez avec cette Juliette à Porquerolles, et là, voici, vous chope. Ah ouais. Et titre, Ellie a enfin trouvé sa blonde. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ça fait rire quand c'est les autres, mais alors soit... Oh, le con, il s'est fait choper. Ah, tiens. Ouais, non, c'est très violent. Alors voilà, malgré une vie amoureuse tourmentée avec cette Juliette, vous allez rester 10 ans ensemble. Toujours cette peur d'être abandonné, en fait. La mort de votre mère est toujours très présente, et vous dites que ma douleur ne trouve pas de porte de sortie. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose dont vous êtes toujours pas libéré, en fait. Non, je suis pas vraiment libéré. Franchement, si j'étais pas aussi fort en contrôle, je pourrais pleurer. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas naturel d'être plus âgé que sa mère. Ouais. c'est pas normal. Aujourd'hui, quand même, à chacun de vos spectacles, vous imaginez quand même que votre mère va débarquer, quoi. C'est pas réglé l'affaire, quoi. C'est pas tout à fait réglé. C'est vrai que c'est un truc. Autant avec mon frère, c'est réglé parce que je l'ai vu mourir. Ouais. Enfin, le sida, encore une fois, ça existe, hein, donc il faut vraiment faire gaffe. Autant ma mère, non, elle s'est évaporée, quoi. Ouais. Complètement évaporée. J'ai rien compris. Ouais. Alors voilà, on va pas se quitter comme ça. Avant de partir, je voudrais qu'on regarde tous ensemble un grand moment d'Elie Semoun. Un très grand moment d'Elie Semoun. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Monsieur Hoffman. I'm so glad. Je suis Marie-Michel Bourdin. Je suis présidente du fan club des Tutsis de France. Nous nous réunissons chaque mois, tous les mercredis, à Cergy-Pontoise, afin de célébrer un film qui nous a émus, tant sur la forme que sur le fond. Alors, Monsieur Hoffman, au nom de toutes les femmes dont les canons de beauté ne correspondent pas à la norme, merci. Alors je me permets de lancer un appel à toutes les femmes. Mesdames, soyez vous-mêmes. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre solution. Être un homme. Merci. Bravo. C'est marrant parce que évidemment, après la soirée, j'ai rencontré Dustin Hoffman et il m'a dit au début, j'ai cru que vous étiez une femme, franchement, et quand je vous ai vu vous toucher les seins, j'ai compris que vous étiez un homme. Bravo. C'est vrai en plus. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Ramayad pour Carnet du Pouvoir aux éditions du Moment. Merci Rama. Olivier de Kersauzon pour Le Monde, comme il me parle, aux éditions du Cherche Midi. Mathieu Ricard, merci. Plaidoyer pour l'altruisme chez Nil Édition. Thomas VDB, son spectacle Thomas VDB chante Daft Punk en tournée dans toute la France. 22-23 novembre au Café de la Danse. Arnaud Folk de Valeurs Actuelles et Elie Semoun pour Je grandirai plus tard chez Flammarion. Merci. Je vous conseille d'aller voir une pièce qui s'appelle Mélodrame au Théâtre de la Pépinière avec Romane Boranger et Bruno Salomon. C'est formidable. Allez-y, vous passerez une très bonne soirée. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.